Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Sophie Chouaki, je suis bénévole pour l'Association nationale de Passion Épilepsie France. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Emmanuel, si tu veux bien. Oui, bonjour, donc Emmanuel Montfort, je suis maître de conférence en psychologie à l'université Grenoble-Alpes. Bonjour, Patrick Latour, neurologue à la fois à l'Institut LATEP à Tain-l'Hermitage et au Centre national ressources handicap rare épilepsie sévère, phare, qui est aussi ses bureaux à Pôle adulte qui sont aussi sur Tain-l'Hermitage. Alors, donc, je vais vous rappeler rapidement le contexte de ce webinaire. Donc, en novembre 2020, Épilepsie France a sorti Tricky Life, un jeu gratuit sur téléphone mobile qui porte sur la prévention des accidents domestiques liés à l'épilepsie. Donc, on a souhaité creuser un petit peu le sujet en proposant un webinaire sur le thème de la détection des crises. Donc, c'est un sujet de préoccupation qui est vraiment majeur chez les patients et les aidants et on reçoit pas mal de sollicitations à ce sujet chez Épilepsie France. Alors, au-delà des questionnements du type quel système me conviendrait le mieux, on a souhaité creuser un peu les choses en essayant d'une part d'identifier les attentes chez les personnes qui n'utilisent pas encore ce type de dispositif et de l'autre côté, d'essayer de comprendre un petit peu les apports de l'utilisation chez les personnes qui en utilisent un. Donc, on a travaillé avec Patrick et Emmanuel sur un vaste questionnaire qui a été diffusé en 2021. Et donc, au cours de ce webinaire qui va durer 1h30, et on va vraiment essayer de clôturer à 19h pile poil, dans une première partie, Emmanuel va vous présenter la synthèse des résultats de ce questionnaire. Et puis, Patrick interviendra pour vous présenter un petit peu les enjeux de la détection des crises. Donc, on a prévu de vous laisser une demi-heure après ces deux interventions pour poser vos questions via le chat. Je vous précise dès à présent que nous ne pouvons pas nous prononcer sur des situations spécifiques ou des cas particuliers. Si jamais vous avez des questions, n'empêche au fur et à mesure ou même des difficultés, vous pouvez utiliser le chat. Je ferai la modération. Voilà, donc on va commencer. On va vous partager des présentations. Donc, je vais laisser la main tout de suite à Emmanuel. Oui, donc comme ça a été dit, donc je vais prendre là un temps important pour vous présenter donc les résultats de cette enquête qui avait été menée à l'initiative d'Épilepsie France. Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont participé, qui ont répondu. Vous allez voir que finalement, donc on n'a bien sûr pas le temps de présenter tous les résultats parce qu'il y a eu énormément de réponses. Voilà, donc c'est des choses qui seront complétées par la suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, en tout cas, que je vais pouvoir vous montrer. Hop, excusez-moi. Alors, donc, cette enquête, elle avait pour objet de faire un peu le point sur vos perceptions, vos représentations, hein, en tant que patient, mais aussi qu'en tant que proche de patients, sur ces systèmes de détection et de suivi des crises d'épilepsie. Donc l'épilepsie, hein, mais je pense que ça, c'est des choses qui vous sont familières, hein, on considère que c'est environ 0,5% de la population, ce qui fait qu'on peut aussi avoir une estimation à environ 400 000 patients en France. Et avec une part qui est tout à fait importante, hein, parmi ces patients, environ 30%, qui sont des personnes qui sont dites donc résistants au traitement et qui, de ce fait, sont soumis à des conséquences particulièrement importantes et parfois graves de leur crise d'épilepsie. Donc, ce qui en fait un sujet de vigilance extrêmement important, à la fois de leur point de vue, hein, bien évidemment, mais aussi pour toutes les personnes qui les accompagnent. Alors, ce qu'on voit dans la pratique, donc en particulier hein, chez ces patients qui sont dits pharmacorésistants, c'est que l'approche classique pour avoir une représentation hein, de ce que sont leurs crises d'épilepsie, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler un journal de crise. Alors malheureusement, ces journaux de crise, il est à peu près établi qu'ils ont tendance à sous-estimer la réalité, c'est-à-dire la fréquence, l'importance des crises d'épilepsie. Alors, bon, il y a plusieurs raisons pour ça. Est-ce que ça peut être parce que, par exemple, les personnes concernées ont des difficultés à percevoir les crises, qui ne sont pas toujours évidentes à caractériser, parce que les crises peuvent être associées à des problèmes de mémoire et qui vont entraîner des difficultés de rappel de ces crises. Et puis, on pense aussi
aux crises nocturnes qui sont parfois qui vont ne pas être évidentes à rappeler. Donc il y a tout un tas de causes comme ça qui expliquent pourquoi est-ce que ces crises finalement sont assez mal connues et assez mal évaluées au travers des journaux de crise. Alors, en réponse justement à ces problèmes de sous-estimation, eh bien, depuis un certain temps sont développées un certain nombre de technologies qui sont dites technologies de détection et de suivi des crises. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'enquête qui a été initiée par Épilepsie France, a obtenu un nombre de réponses qui était vraiment tout à fait important. Hein. On a eu 348 personnes qui ont répondu. Un grand nombre de patients épileptiques eux-mêmes, mais aussi 216 proches de personnes épileptiques, essentiellement des parents et dans une moindre mesure des conjoints. On voit avec une représentativité d'âge aussi tout à fait importante, hein, des enfants, des adultes, des jeunes adultes, mais on a aussi des personnes âgées concernées. Voilà, donc une représentativité, je dirais, donc, de ce que peut être l'épilepsie aujourd'hui. Les répondants, hein, en tout cas les situations qui ont été décrites par les répondants, hein, concernaient donc des crises d'épilepsie qui pouvaient être aussi plus ou moins fréquentes. Hein. Vous voyez à l'écran qu'on a des crises qui parfois étaient extrêmement fréquentes et parfois qui l'étaient moins. Donc avec là aussi une bonne représentativité de ce que peuvent vivre les patients. Et avec des crises majoritairement quand même, qui interviennent majoritairement en journée, mais pas que. On a aussi donc des patients qui sont affectés par des crises à la fois le jour et la nuit, puis certains pour lesquels les crises étaient majoritairement nocturnes. Donc là aussi, une variété de situations concernant ces crises d'épilepsie. Alors, on rentre un petit peu plus dans ce sujet qui est celui donc, de l'utilisation, en tout cas de la volonté aussi d'utiliser des dispositifs de détection et de suivi des crises. Et parmi les 348 répondants, eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, et ce qu'on n'a pas dans d'autres enquêtes qui ont pu être menées auparavant, c'est qu'on a donc 61 personnes qui rapportent utiliser un dispositif de détection des crises. On en a 219 qui, eux, n'ont jamais utilisé un tel dispositif, mais qui nous expliquent être tout à fait intéressés par ce type d'outils. 49 qui n'ont jamais utilisé et qui ne sont pas intéressés. Et enfin, 19 personnes qui ont utilisé un dispositif de détection et de suivi des crises, mais qui ne l'utilisent plus. Donc on voit qu'on a une variété aussi des usages qui va nous apporter des éléments d'information sur ce qui peut aider certains à utiliser et puis à comprendre aussi pourquoi est-ce que certains n'utilisent pas. Alors, dans le questionnaire qui avait été soumis, il y avait d'abord un certain nombre de questions, et notamment ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des questions ouvertes, c'est-à-dire qui amenaient des réponses sous la forme de texte sur les activités de prévention. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'activités de prévention, et donc on a 167 participants, par ceux qui ont bien voulu répondre au questionnaire, qui rapportaient mettre en œuvre au moins une mesure de prévention. On voit alors sur ce nuage de mots qui représente l'importance des différentes actions de prévention, que le principal dispositif qui est utilisé, c'est l'oreiller anti-étouffement. Et puis, on va retrouver d'autres types d'actions, d'autres types d'outils qui sont utilisés au quotidien. On a regardé un petit peu plus précisément ce qu'il en est. Et ce qui apparaît, c'est qu'on a tout d'abord, donc on a une première classe de mesures de prévention que j'ai qualifiée de mesures de sécurisation. Alors, en grande partie, quand même, ce que ça nous laisse entendre, c'est centré sur les chutes. On voit au travers de l'utilisation d'un casque, mais aussi de l'oreiller anti-étouffement, de mesures d'aménagement, des mesures plus générales au domicile, et puis des mesures aussi donc, de sécurisation au travers de la présence et de la vigilance au quotidien. Le deuxième grand type de mesures de prévention, eh bien là, ça concerne ce que j'ai appelé des modes de vie, des habitudes de vie, et ça renvoie justement à cette manière d'organiser la vie quotidienne. Et ce qu'on observe, c'est que cette organisation de la vie quotidienne, eh bien, dans un certain nombre de cas, elle est associée à l'utilisation de technologies, notamment des technologies, on va dire, d'usage courant aujourd'hui, telles que des caméras, des babyphones, ou encore l'utilisation de matelas pour éviter les chutes.
Le questionnaire, il interrogeait également sur l'information. Et c'est vrai que c'est une question tout à fait importante, c'est-à-dire qu'avant de proposer des dispositifs de suivi de détection des crises, il s'agit de savoir ce que savent et quelles sont les attentes aussi en matière d'information des personnes qui sont concernées. Et on voit que les personnes qui ont répondu s'estiment essentiellement, on en a un nombre tout à fait important qui nous explique qu'elles s'estiment assez informées sur aucun sujet, donc pour lesquels il y a un vrai déficit d'information. Et puis on voit qu'il y a aussi probablement des manques concernant la mortalité en épilepsie, hein, on pense au SUDEP, et puis concernant aussi des choses qui concernent la vie quotidienne, c'est-à-dire l'aménagement du domicile. Donc on voit qu'il y a des sujets qui sont des sujets qui aujourd'hui sont pour lesquels on a des ressources, il y a des sources d'informations qui sont disponibles, mais malgré tout, les personnes qui ont répondu peuvent avoir des besoins. Par rapport à ces besoins, donc il y a un besoin d'information, il y a un besoin, on voit, de mise en sécurité, d'accompagnement justement au quotidien pour renforcer ce sentiment de contrôle, ce sentiment de sécurité et plus généralement pour faire face aux crises d'épilepsie. Et donc on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs de détection des crises, mais ce sera développé par Patrick Latour, qui existent et qui peuvent être proposés sur le marché. Alors, ce n'est pas tout qu'il y ait des dispositifs de détection des crises, hein, mais pour que ces dispositifs soient réellement utilisés, il faut qu'on puisse avoir des informations sur les freins et les leviers à ces usages. Et un des apports des théories, qui sont des théories notamment en psychologie, nous explique que, alors ça peut paraître trivial, mais pour utiliser une technologie de détection des crises, auparavant, il faut avoir l'intention de l'utiliser. Et pour avoir l'intention de l'utiliser, les individus qui vont justement s'intéresser à ces systèmes de détection des crises vont s'appuyer sur un certain nombre de critères, notamment sur les performances attendues. Il faut que le dispositif apporte un service, mais c'est aussi sur ce qu'on appelle des efforts attendus, c'est-à-dire sur le fait que prendre en main un dispositif, ça peut être quelque chose qui nécessite de produire un effort, il faut apprendre à l'utiliser, il faut l'inscrire dans sa vie quotidienne. Enfin, donc, ces dispositifs, ils sont soumis à l'influence de l'entourage. Parfois, on peut avoir un environnement qui va inciter à l'utiliser ou au contraire qui va être un frein. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des conditions facilitantes, c'est-à-dire le fait que les dispositifs peuvent être accompagnés d'un certain nombre de services, par exemple, un accompagnement à la mise en service, une hotline, c'est-à-dire un numéro de téléphone pour répondre aux questions, etc. etc. Enfin, l'ensemble de ces critères, on sait qu'ils vont être appréhendés de manière tout à fait différente selon, bien évidemment, les caractéristiques de la technologie, mais aussi les caractéristiques des individus qui sont concernés, et puis aussi, plus généralement, selon, finalement, les interventions dont ces personnes bénéficient. Alors ça, ce cadre, qui est un cadre théorique, c'est celui qu'on a utilisé pour notre questionnaire. Et ce cadre, on peut le mettre en regard avec des recherches qui existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques questionnaires qui ont été relativement peu, quand même, qui ont été utilisés et qu'on retrouve dans la littérature scientifique internationale. Et ces questionnaires nous disent, par exemple, cette étude de 2016, que les facteurs qui sont les facteurs clés, le premier facteur clé, c'est la rapidité de détection. Et le deuxième, c'est le coût. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'une technologie puisse répondre rapidement à un besoin de détection, et puis en plus que ce ne soit pas un dispositif trop onéreux. Une autre étude, qui date d'à peu près de la même époque, explique que les facteurs déterminants, on va retrouver l'autonomie de la batterie. La plupart de ces dispositifs fonctionnent à l'électricité, et donc ils ont besoin d'avoir une autonomie forte, et que les personnes qui sont concernées n'aient pas l'obligation de les recharger trop fréquemment. C'est des choses qu'on sait aussi couramment, par exemple avec l'utilisation de nos téléphones. Il faut également que cette technologie soit confortable à utiliser. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'agréabilité. Et puis enfin, il faut que ce dispositif ait certaines fonctions, et notamment qu'elle permette de recueillir les alertes sur un dispositif portable, et notamment sur un smartphone. Toujours, vous voyez, c'est toujours ça. En 2016, une autre étude différente nous montre qu'il y a d'autres types de facteurs déterminants. Là, ce que disent les personnes qui ont été interrogées, c'est que pour utiliser une technologie, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'il faut que cette technologie
soient utilisables la nuit, c'est-à-dire qu'elles répondent notamment à la question des crises nocturnes, qu'elle ait un taux de détection qui soit suffisamment élevé. Il faut qu'il y ait vraiment une fiabilité importante dans la détection. Et là aussi, que les alertes puissent être reçues sur un dispositif courant comme un smartphone. Plus récemment, en 2018, une autre enquête, eh bien, là, expliquait que le critère déterminant, là, il y a un critère unique, était justement, là aussi, une fonction du dispositif, à savoir qu'il puisse à la fois envoyer des appels d'urgence pour, on comprend bien, mettre en sécurité ou répondre à une situation d'urgence, bien sûr, une situation d'urgence, mais qu'il puisse aussi faciliter la compréhension de l'épilepsie à plus long terme. Enfin, la dernière étude qu'on ait pu identifier, eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est que là aussi, on va retrouver des critères communs. Il faut que la détection des crises soit rapide. Il faut qu'il y ait une information également, alors ça, on ne l'avait pas avant, sur la probabilité des crises, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une information un peu en amont par rapport à ce qui peut survenir et pas uniquement gérer justement l'urgence. Il faut que ces dispositifs soient plutôt non implantables, donc qu'il n'y ait pas ce côté invasif de certains dispositifs. Et enfin, là, on retrouve aussi, il faut que ce ne soit pas trop cher. À partir de ce cadre, donc là, on a, vous vous rappelez, donc j'ai dit, des participants qui ont répondu, et puis donc parmi les 61 personnes qui utilisent, on a regardé, et ce qu'on voit, c'est que les dispositifs qu'on va retrouver majoritairement, alors le plus fréquemment utilisé, vous voyez, en même temps, ce n'est pas non plus considérable, c'est le dispositif MFIT, ce dispositif qui est centré sur la détection des crises nocturnes, et puis on va retrouver des dispositifs, voilà, donc c'est moins fréquemment utilisé, tels que la montre Embrace, ou alors le dispositif Nightwatch, des dispositifs aussi peut-être moins onéreux, tels que l'utilisation d'une caméra son et mouvement, voire même d'un babyphone. Donc on a une variété de dispositifs qui sont utilisés et on n'a pas réellement de dispositifs qui priment, en tout cas dans ces usages. Alors, parmi ces personnes qui ont répondu, ce qu'on voit, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important? Et ce qui est important, on voit qu'il y a l'importance d'un certain nombre de facteurs et, les données, le facteur le plus important pour les personnes qui, encore une fois, utilisent actuellement ce dispositif, c'est le fait que ce dispositif soit technologiquement fiable, c'est-à-dire qu'il réponde bien aux besoins et que techniquement, eh bien, on n'ait, par exemple, pas trop de fausses alertes ou au contraire de sous-détection des crises. Il faut également, vous voyez, c'est à peu près au même niveau, que ce soit facile à utiliser. Et par contre, ce qui est nettement moins important, eh bien, c'est la question de l'aspect du design. Les participants qui utilisent, eh bien aussi, ce qui était intéressant, c'est de voir, mais finalement, comment est-ce que ces personnes en sont venues justement à acquérir ce type de dispositif? Et là, on voit que finalement, les sources d'information, elles sont finalement pas si importantes que ça. Elles manquent très certainement de précision. On voit que, par exemple, c'est l'information qui est transmise par le fabricant. Donc, il y a eu très certainement une démarche derrière, directe, de la part des personnes pour aller solliciter des informations. Et puis, il y a le contact vers une association de patients française telle qu'Épilepsie France. Ce qui avait été demandé, c'est aussi, mais finalement, quelles sont les informations que vous aurez, où est-ce que vous auriez aimé avoir et quel type d'informations vous auriez aimé avoir. Et on voit que ce qui prime, c'est la recommandation par le médecin spécialiste. Alors que parmi les sources d'informations réelles, c'est quelque chose qui a été finalement peu disponible. Donc il y a une réelle demande, une réelle attente de la part de recommandations, de la part de professionnels, mais aussi, pas que, on voit, c'est quasiment au même niveau, de retour d'expérience de la part de personnes qui ont réellement utilisé, et donc ce qu'on essaye de commencer à faire notamment avec cette étude. Ces dispositifs, ils ont aussi eu un intérêt. Et on voit que donc il y a eu des intérêts extrêmement variés. Le type de bénéfices sont tout à fait variés, mais il n'y a pas que des bénéfices. Si vous voyez les premières lignes de ce graphique, elles nous disent que quand même pour un certain nombre de personnes, certains dispositifs ont été stigmatisants. Vous voyez, ça concerne 2 personnes. Pour 3 personnes, ça a été une réelle contrainte. Pour d'autres, pour 7 personnes, ça a entraîné un manque d'intimité. On comprend bien qu'on reçoit des alertes, par exemple.
par exemple, qui étaient peut-être des alertes correspondant à des situations qu'on n'aurait pas voulu signaler, ben, ça peut être gênant pour un certain nombre de personnes. Donc ces dispositifs, ils ne sont pas non plus exempts de contraintes et de conséquences négatives. Malgré tout, on voit qu'il y a des bénéfices, importants, notamment sur la question de la sécurité, c'est vraiment au premier plan. On voit sur l'anxiété, le stress, donc ça permet de retrouver justement un certain niveau de confiance en soi, et ça permet aussi, pour un certain nombre de personnes, de dormir seul. On pense notamment aux proches. Alors, concernant les participants qui s'intéressent à un système de détection, eh bien, là, on a des informations qui sont un peu différentes, bien évidemment. C'est-à-dire que ces personnes-là, toutes ces personnes qui ne sont pas équipées, mais qui ont un intérêt pour ces dispositifs de détection et de suivi des crises, ben, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est qu'ils ont fait des recherches, d'abord, eh bien, aucune recherche. Donc, il y a un intérêt, mais il y a probablement aussi un intérêt qui manque d'informations. Ça rejoint ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Il y a eu quand même, on voit, il y a des informations qui ont été recherchées, et ces informations, ben, elles concernent essentiellement des montres connectées. Donc, il y a probablement un intérêt fort vers ces dispositifs qui ne sont pas très invasifs, qui sont peu stigmatisants, et qui tendent à se développer. Pour ces mêmes participants qui se disent intéressés mais qui ne sont pas équipés, ben on voit là que finalement, le principal facteur qui est important, c'est le coût. Donc là, on comprend bien que finalement, le frein à l'équipement, ben, ça va être le fait que ces dispositifs, ça vous sera rappelé tout à l'heure par Patrick Latour, sont des dispositifs qui sont quand même coûteux, et on comprend bien que lorsqu'il y a des hésitations à l'équipement. Donc ce coût est au premier plan, mais aussi on voit que finalement, donc c'est vraiment le facteur qui va être au premier plan et qui probablement va être le frein, un des principaux freins à l'équipement. Mais en deuxième position, on voit ce que finalement, c'est qu'il y a ce que nous on appelle des conditions contraignantes, c'est-à-dire que c'est tout ce que finalement les contraintes qui sont associées à l'utilisation du dispositif, par exemple le fait qu'il y ait des choix difficiles, que le dispositif renvoie à une image de personnes malades et donc soit stigmatisant. Voilà. Donc il y a vraiment un point aussi tout à fait important, même s'il est moins important que le coût. En troisième point, ce qu'on voit, c'est l'inadéquation aux caractéristiques des usagers. Et c'était dit tout à l'heure, il y a des réels besoins en matière d'information, mais qu'est-ce qu'il en est de l'adéquation de certains dispositifs par rapport justement à des modes de vie, à l'âge, à l'autonomie, à la fréquence des crises, au fait que certaines crises finalement soient difficilement détectables. Donc, là, ça nous renvoie vraiment justement à des évolutions qui sont souhaitables en termes d'accompagnement et d'information. Le quatrième point qui apparaît, c'est celui, vous voyez, alors là, on est encore moins important finalement. Donc, ce n'est pas ce qui va être finalement très certainement déterminant. Mais malgré tout, donc, ce qui est dit par un certain nombre de personnes, c'est que les efforts qui sont nécessaires pour s'équiper, pour utiliser, peuvent être quelque chose d'important. Et enfin, le dernier facteur, le moins important, eh bien, ça renvoie à un déficit de performance qui est lié à la capacité de stockage, donc vraiment à une capacité technologique. Et ça, ces facteurs qu'on voyait chez les personnes qui aimeraient être équipées mais qui ne sont pas équipées, sont différents de ceux des personnes qui utilisent, dont je parlais tout à l'heure, et qui, eux, sont équipés. Donc, ce qui a été au premier plan pour les personnes qui sont équipées aujourd'hui, ce sont les efforts attendus. Vous voyez qu'on ne retrouve pas cette question du coût. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'a priori, la question du coût va faire que des personnes vont choisir de s'équiper, mais une fois qu'elles sont équipées, ce qui apparaît au premier plan dans cet usage, ce sont les efforts qui sont attendus. Ça nous laisse entendre, c'est évident qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement des personnes lorsqu'elles sont amenées à prendre en main ces dispositifs et lorsqu'elles les utilisent à plus long terme. Le deuxième point, alors qui est aussi tout à fait important, c'est celui de l'ergonomie. Et là, c'est tout à fait ça va un peu dans le même sens que je vous disais. On a besoin aussi d'une amélioration de ces dispositifs pour qu'ils soient finalement facilement transportables, adaptables, plus confortables, pas trop lourds. Vous voyez, tous ces aspects qui font que
c'est agréable et confortable à utiliser. Le troisième facteur, par ordre d'importance, c'est celui de la fiabilité. Là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, une question importante, c'est qu'il faut que le dispositif réponde à un certain nombre d'attentes en matière d'un point de vue de performance. Et enfin, le facteur qui est le moins important, c'est celui sur les performances. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que souvent, ce qui est au premier plan, justement, des personnes, des entreprises qui développent ces technologies, c'est ça. C'est qu'on a des taux d'alerte, une pertinence de détection des crises qui est tout à fait importante. Pourtant, on voit que ce n'est pas ce qui apparaît au premier plan dans des facteurs qui probablement sont ceux qui pourront inciter à utiliser. Et ce que ça nous laisse entendre, c'est que justement, il y a encore un certain nombre d'informations qui doivent mieux être transmises, qu'on doit avoir, je vous disais, un accompagnement aussi qui est plus important. Et enfin, alors pour terminer ma présentation, il y avait 19 personnes qui nous ont dit, voilà, j'ai utilisé à un moment un dispositif de détection et de suivi des crises, mais je ne l'utilise plus. Et ce qu'elles nous disent, ces personnes, pourquoi elles ne l'utilisent plus? Première chose, c'est à cause des fausses alertes. Donc, lorsque les fausses alertes sont trop nombreuses, il y a un moment, ça va être un frein à l'usage. Donc, il y a des facteurs qui peuvent inciter les personnes à utiliser. Il y a des facteurs qui incitent les personnes, justement, à continuer à utiliser. Puis, il y en a d'autres qui sont des facteurs qui peuvent être critiques et qui vont faire que la personne n'utilise plus. Donc, ces fausses alertes sont des choses qu'on retrouve. Alors, 19 personnes, c'est relativement peu par rapport à l'ensemble des répondants, mais ça nous donne des informations utiles. Et puis, inversement, les crises qui sont non détectées. Donc, on voit que des facteurs qui sont de rupture par rapport à l'utilisation sont vraiment liés à la précision, à la fiabilité des technologies utilisées. On a du coup, un dialogue aussi qui devrait se poursuivre avec les entreprises qui développent. Alors, les participants qui utilisent, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la très grande majorité nous disent « j'ai arrêté d'utiliser, mais par contre, je ne suis pas opposé au fait d'utiliser à nouveau une nouvelle technologie, a priori à partir du moment où elle détecte de manière fiable les crises des patients. » Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est, là on va retrouver ce besoin d'accompagnement, comme les autres personnes, il y a ce souhait d'avoir des recommandations de la part d'un spécialiste et de retour d'expérience. Donc c'est tout à fait, on retrouve ce qu'on avait par ailleurs. Donc il y a vraiment un besoin de retour d'informations sur ces dispositifs pour aider justement à avoir un usage qui soit réellement pertinent. Ils nous disent on a besoin aussi de données scientifiques, on a besoin d'un mode d'emploi en français et on a besoin d'un guide d'achat. Espérons que toutes ces attentes puissent être satisfaites à l'avenir. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis donc je vais arrêter mon partage et je vais laisser Patrick Latour continuer ce webinaire. Merci Emmanuel. Donc, je vais enchaîner. Comme ça me laissera du temps pour les questions. Il y a Larsen? Non? Un peu, ouais. Alors là, moi, je ne peux pas grand-chose. Là, ça va mieux. OK. Alors, hop, c'est bon pour le partage d'écran, vous le voyez? OK. Alors, j'ai le lourd tâche de présenter une approche sur l'utilisation intégrée des objets de détection de crise dans l'épilepsie en 20 minutes. Donc forcément, je pourrais peut-être créer des frustrations pour certains, parce que c'est un challenge un peu dur. Donc j'ai plutôt centré ma présentation un peu sur le retour d'expérience qu'on a maintenant sur l'approche de ces objets connectés, et au vu aussi des résultats de cette étude. Alors déjà, cette première diapositive, c'est pour mettre en perspective le besoin. Pourquoi on veut utiliser un objet connecté? Donc, on est plutôt dans les cas d'épilepsie active, je pense, la cible idéale, et de savoir si on est dans le cadre aussi de se poser la question, est-ce que c'est pour un suivi, c'est-à-dire pour avoir un agenda de crise plus précis que le report manuel, comme disait Emmanuel, où on sait qu'il y a une sous-estimation, presque une crise sur 2 en moyenne, et où d'être vraiment important pour les crises un peu complexes, sévères. Et on voit, du coup, dans les petits
carré que j'ai remis. Dans le suivi, ça permettra, si on est plus exhaustif, d'avoir une adaptation thérapeutique plus fine dans nos traitements que l'on met au long cours. Et où, si on arrive à avoir une exhaustivité, j'aborderai ça un peu plus tard dans la présentation, d'être en mesure de peut-être avoir des outils probabilistes qui pourront donner une météo de crise à la personne épileptique ou aux aidants pour dire aujourd'hui le risque est faible ou moyen ou élevé. Et pouvoir du coup adapter au quotidien sa vie, soit prendre un médicament d'action rapide si le risque est élevé la journée pour éviter que cette crise survienne, ou modifier ses activités. Et un point plus important, de sévérité, notamment les crises à risque de SUDEP, que j'aborderai également, où là, il y aurait peut-être plus une demande d'alerte en cas de crise et de données en temps réel pour pouvoir mettre en place des effets de prévention, en tout cas de traitement de ces SUDEP si elles surviennent. Voilà un petit peu les questionnements à avoir sur un objet connecté, mais je reviendrai là-dessus. Alors, les objets connectés, détection de crise, il y a beaucoup de développement depuis ces 10-15 dernières années, et avec différentes approches d'enregistrement de signaux biologiques, soit l'enregistrement électroencéphalographique, qui est le plus pertinent pour vraiment détecter des crises, ou d'autres signaux plus indirects qui peuvent être l'analyse du mouvement quand on a des crises avec beaucoup de mouvements, ou l'analyse de la fréquence cardiaque qui a impliqué une variation de la fréquence cardiaque dans beaucoup de types de crises, ou des variations autonomes, c'est-à-dire la température, la thermistance cutanée. Voilà, différentes choses qui sont testées, qui ont été évaluées et pour lesquelles il y a des dispositifs qui ont été donc mis au point et commercialisés. Et la plupart des dispositifs actuellement associent plusieurs paramètres pour être le plus sensible et le plus spécifique. Là, je vous ai présenté ce que j'ai retrouvé comme objets qui ont le marquage CE, donc de la communauté européenne. Peut-être que je l'ai oublié, mais je ne pense pas. Qui va donc avec la montre Empatica, le système Nightwatch, système EEG sub-Q, qui est donc une petite électrode qu'on met en sous-cutané pour enregistrer le EEG. La EpiHunter, qui est des électrodes EEG, juste 2 électrodes qu'on met en frontal, surtout pour les épilepsies à sens. Là, ce système EpiFuct, qui est juste un matelas qui détecte l'humidité pour les crises nocturnes, éventuellement avec perte urinaire. La MFIT, qui est basée sur l'analyse de la fréquence cardiaque et du mouvement. Et la DOT système, un système espagnol qui a mis une petite électrode dans l'oreille qui permet d'enregistrer l'électroencéphalogramme. La NOT système, c'est juste sur le mouvement. Et là, un autre système où c'est une caméra avec détection du bruit et bien sûr de la vidéo pour détecter les mouvements. Et là où j'ai mis en point rouge, c'est les systèmes qui enregistrent bien sûr les crises, mais qui envoient une alerte quand ils pensent qu'il y a une crise qui est détectée. Donc voilà beaucoup de dispositifs avec des tarifs que vous voyez, là j'essaie de remettre à jour, qui ne sont pas quand même donnés, avec Nightwatch qui est passé à 2148 €, MFIT qui est quand même à 750 €. Voilà, donc des dispositifs qui ont un certain coût. Alors, après, sur ces dispositifs, dire, voilà, c'était le questionnement de l'avis du spécialiste, qu'est-ce qui est pertinent ou pas, pour quel type de crise. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'en 2018, les études étaient un petit peu hétérogènes dans leur méthodologie, dans la population, dans la façon de faire, donc ce qui nous rendait, nous, un peu plus difficile de comparer une étude à une autre et de pouvoir sortir des résultats pertinents. Mais voilà, face à cette difficulté, il y a eu des recommandations en 2018 pour que les études de validation de ces outils à l'avenir, depuis 2018, suivent une méthodologie un peu plus rigoureuse et standardisée, comme pour le développement de médicaments antiépileptiques. Donc, dans les années à venir, ce sera un petit peu plus facile de se faire une idée plus précise et surtout de comparer une étude à une autre et une technologie à une autre. Mais en tout cas, sur les données que l'on avait, il y a eu une grosse revue de la littérature faite par les experts sur les études jusqu'en 2019, et puis qui demandait de réévaluer ça tous les 2 ans. Donc, je pense qu'il y en a une qui va être faite prochainement. Et la conclusion de ça, c'est qu'en fait, tous les systèmes qui étaient disponibles, les études qui ont été publiées, montraient que les objets connectés pourraient être pertinents pour les crises hypermotrices, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, essentiellement durant la nuit, avec une bonne sensibilité et peu de fausses alertes, alors que les crises sans mouvement tonico-clonique, les objets n'étaient pas assez pertinents en termes de sensibilité et de spécificité.
Néanmoins, il y avait eu aussi une autre méta-analyse, enfin une autre recommandation des sociétés savantes internationales, notamment sur les guides pratiques pour surveiller et limiter le risque de mort subite inattendue chez les personnes épileptiques, qui disaient que donc c'était les crises hypermotrices nocturnes qui pouvaient être un facteur de risque et qui était donc important de pouvoir avoir une supervision nocturne, soit par des gens qui dorment dans la même chambre, soit par des technologies autres. Avec ce point d'attention également, qu'il ne faut pas une fausse réassurance en disant j'ai un objet qui détecte les systèmes, il faut être capable, quand il y a une alerte, de pouvoir intervenir dans les 5 minutes, dans ces cas extrêmes qui sont quand même rares de SUDEP, pour pouvoir faire une réanimation. Donc, quand dans des structures où on met des systèmes d'alerte, mais pour lesquels le temps d'intervention sera supérieur à 5 minutes, la question initiale de dire pourquoi j'utilise ça, c'est pour prévenir une SUDEP, voilà, il y a ce temps de délai entre l'alerte et la réaction qu'il faut aussi avoir en tête. Et donc la mise en perspective de la problématique, mais je vais aller très vite puisque Emmanuel en a déjà parlé, hein, donc 5% ou 5 pour 1000, 0,5% ou 5 pour 1000 de personnes épileptiques. Alors, petit point, parce qu'on dit là, il y a 600 000 épileptiques en France, hein, c'est les chiffres qui sont donnés actuellement. Là, dernièrement, on a accès aux données de la sécurité sociale, donc sur les données 2020 de personnes estimées prises en charge pour l'épilepsie, la sécurité sociale estime à 351 000 personnes. Alors, il peut peut-être avoir un risque d'erreur, donc pour ça on peut dire 400 000, mais je ne pense pas qu'ils ont une erreur de plus de 300 000. Donc je pense qu'objectivement, on est autour de 400 000 personnes épileptiques en France, dont une grande part, donc 30%, sont pharmacorésistantes. Et dans les crises pharmacorésistantes, dans les épilepsies pharmacorésistantes, la majorité des crises, en tout cas la prépondérance, sont des crises focales, pas forcément hypermotrices, dont on a vu précédemment que les objets connectés pouvaient être mis en défaut. Et le nombre de SUDEP estimé en France sur les études épidémiologiques va de 70 à 560. Donc vous voyez, c'est très vaste. On vous reviendra là-dessus. Et pour resituer du coup ces crises avec beaucoup de mouvements nocturnes, je vous ai mis ici notre classification internationale des types de crises d'épilepsie, donc des crises focales, des crises généralisées, les crises d'origine inconnue. Et en triangle vert, c'est les types de crises dans ces grandes sous-catégories pour lesquelles il y a des mouvements hypermoteurs ou motrices pour lesquels les objets semblent assez efficaces. Et on voit quand même que ça représente peu du type de crise d'épilepsie. Alors, je ne reviens pas sur cette diapositive, mais le point important dans la discussion de pourquoi je veux un objet connecté, donc ça peut être j'ai une personne où je fais beaucoup de crises nocturnes et j'aurais besoin quand même d'avoir un système d'alerte ou d'évaluer le nombre de crises que je fais la nuit, puisqu'on sait que ça peut être un facteur de risque de mort subite et inattendue de crise d'épilepsie. Ces crises surviennent, on dit chez l'adulte jeune entre 20 et 45 ans, mais c'est surtout en lien avec l'âge de début de l'épilepsie. Vous avez sur le petit tableau à droite, les courbes en violet, en bleu et en vert montrent le début de l'épilepsie, donc en violet ou pourpre là, c'est quand ça survient dans la première décade, et on voit qu'au bout de 10 ans, 10-15 ans, le risque est maximal, et on voit quand on commence à 20 ans, pareil, au bout de 15-20 ans, le risque augmente, etc. Donc en fait, c'est la durée d'épilepsie plus que l'âge de survie de la SUDEP qui fait le risque. Et les facteurs de risque identifiés, c'est donc la durée, donc plus de 10 ans généralement, la fréquence des crises généralisées tonico-cloniques d'emblée ou secondairement, l'origine de l'épilepsie, si elle est structurelle et l'ancienneté, les troubles associés, donc si un retard cognitif ou un examen neurologique normal, et les crises durant le sommeil. Et puis bien sûr en lien avec les modifications de traitement. Donc on a quand même identifié certains facteurs de risque de SUDEP pour lesquels il faut être attentif. Et c'est peut-être là-dessus aussi où nous, médecins, en dehors du système d'alerte, mais d'avoir une estimation assez précise des crises nocturnes, puisque les études montrent que 80% des crises nocturnes, les patients ne s'en rappellent pas. Donc d'avoir une idée précise du nombre de crises la nuit nous permettra de mieux adopter les traitements et de voir si on est efficace pour limiter ou éviter le plus possible ces crises hypermotrices nocturnes. Un petit focus sur l'intérêt quand même de mettre ces oreillers anti-étouffement, mais comme l'a montré Emmanuel, c'est quelque chose qui est déjà bien en place sur les gens qui ont répondu au questionnaire. Il n'y a pas d'études qui montrent que ça évite le risque de SUDEP, etc. Mais conceptuellement, de pouvoir respirer à travers un oreiller, ça paraît quand même plus sain que d'avoir un oreiller où quand vous l'essayez, vous mettez la tête dedans, vous n'arrivez pas à respirer. Puisqu'on
les hypothèses actuelles de SUDEP, c'est un arrêt respiratoire suivi d'un arrêt cardiaque. Donc, c'est bien de pouvoir quand même respirer à travers. Donc, je recommande quand même, même si on ne fait pas des crises nocturnes, connues, de voir tous les épileptiques qui sont pharmacorésistants utilisent ce type d'oreiller. Et a fortiori, ceux qui ont des crises nocturnes. Après, ce qu'on va aborder aussi, ce qui est un petit peu difficile, c'est la fluctuation des crises sur le long terme. C'est pour ça que on a des crises qui peuvent être vraiment très aléatoires par d'autres facteurs environnementaux que juste la décharge épileptique du cerveau, qui peuvent être chez les femmes les périodes, les variations hormonales au moment des règles. Ça peut être des pics au moment des règles, plus de crises, ou au moment de l'ovulation, lui aussi. La qualité du sommeil, si sommeil et épilepsie, c'est très lié. Si on n'a pas un bon sommeil, ça favorise les crises, le stress, la fatigue, etc. Et donc, c'est important d'avoir ces données-là, d'avoir un référentiel de plusieurs rétrospectives de semaines, de mois assez fiables pour essayer de quantifier ces données-là. Mais c'est toujours difficile et c'est astreignant pour des patients de tenir ça. Mais ça nous semble important parce qu'il y a de plus en plus de données scientifiques, mais c'est ce qu'on observait nous aussi à la TEP, où on a l'opportunité de suivre pendant 1, 2, 3 ans des patients sur notre service sanitaire ou sur notre structure médico-sociale durant 20, 40 ans des personnes épileptiques. Et on voit que pour une personne donnée, les crises ne sont peut-être pas si aléatoires que ça et suivent ce qu'on appelle dans notre jargon un chronotype, c'est-à-dire qu'il y a un pic dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou même dans l'année. Il peut y avoir des périodes de l'année où il y a plus de crises et après ça se calme. Et là, ça a été montré sur cette petite image de patients sur des années où on voit que il y en a, c'est plutôt au mois de novembre, au mois d'octobre, avec des systèmes qui ont enregistré en intracérébral notamment et qui permettent donc d'être très fiables. Et on voit qu'effectivement, il y a des périodes plus critiques que d'autres pour faire des crises. Et pour nous, c'est important de savoir ça, puisque dans la datation thérapeutique, on va dire pas s'emballer. On a une période où il y a plus de crises. Ne changeons pas tous les traitements, puisqu'on sait que c'est connu et que ça va se calmer dans une semaine ou deux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire s'il y a beaucoup de crises, mais ne pas se précipiter en des changements de traitement. Et donc, voilà, donc on serait peut-être plus pertinent dans les systèmes d'objectivité plutôt que dans l'alerte, d'être plutôt sur des mesures probabilistes qui ne seraient pas uniquement, il y a des vrais positifs, ça détecte les crises et diminuer les échecs, les faux négatifs, les fausses alarmes. On a vu que c'était quand même ça qui avait entraîné des arrêts d'utilisation chez les patients, mais plutôt d'enregistrer le plus possible, de façon le plus fiable, la survenue de crise, même si on n'est pas une exhaustivité à 100%, mais sur un suivi de long terme, cette manque d'objectivité n'est pas très important, ça nous donnera quand même des tendances. Et ceci nous permettra donc de pouvoir, avec des logiciels, on va voir plus tard, de pouvoir faire des probabilités de survenue ou pas de crise sur une journée, donc d'avoir une météo de crise qui permettra aux personnes épileptiques de planifier leur activité sur une journée ou de prendre des mesures de contrôler les crises ponctuellement. Et c'est un petit peu ça que je mets dans cette diapositive. Ça va être l'avenir, en gros, d'avoir des systèmes portables, wearables, d'objets connectés qui vont pouvoir détecter les crises. Alors, c'est sûr qu'il faut essayer d'avoir le système le plus performant pour détecter le plus possible les données cliniques qu'on a, mais également pouvoir enregistrer les facteurs environnementaux que sont la fréquence cardiaque, le sommeil, l'humeur, le stress, la fatigue. Et tout ça, sur un suivi longitudinal par des patients avec des algorithmes d'intelligence artificielle, vont pouvoir personnaliser ces données probabilistes et pouvoir donner avec une certaine fiabilité un état prévisionnel de la journée en disant là, on est dans une zone verte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque de crise, mais qu'il est très faible. Ou là, on est dans une zone rouge, faire attention, ne pas faire des choses qui pourraient vous mettre en situation de danger si vous faites une crise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, quand les patients viennent nous voir, nous médecins, dire qu'est-ce qu'on fait, docteur? Est-ce qu'il faut que j'utilise un objet connecté? C'est important, etc. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table et d'avoir une discussion collégiale avec la personne épileptique, avec ses aidants professionnels ou familiaux, et dire mais pourquoi vous voulez un objet connecté? C'est quoi l'utilité? Et suivant le besoin, si c'est un suivi de crise, eh ben oui, effectivement, vous pouvez utiliser tel ou tel système, de savoir déjà sur les données qu'on a, est-ce qu'il y a beaucoup de crises nocturnes ou pas, et du coup d'essayer d'orienter vers un objet connecté avec des données qu'on a en disant c'est pas fiable à 100%, mais c'est pas l'objectif là, c'est vraiment de ne pouvoir pas louper de crise, et notamment sur les crises nocturnes, d'être sûr qu'il n'y en a pas ou pas, même si on n'enregistre pas 100%, mais qu'on en détecte quelques-unes, ça nous permettra de corriger les traitements. Après, si on est sur le dire, voilà, je fais beaucoup de crises nocturnes, j'ai peur des SUDEP, est-ce que je veux un système qui soit fiable à 100%? Là, c'est plus compliqué de pouvoir dire, prenez celui-là, il est fiable à 100%. Et je pense, mon raisonnement actuellement, alors je ne sais pas s'il y a une faisabilité, mais les gens qui ont vraiment tous les facteurs de risque de SUDEP, ce serait peut-être de pouvoir les hospitaliser
la TEP, c'est un petit peu peut-être plus facile que sur d'autres, mais et les enregistrer sur 15 jours, 3 semaines, un mois, soit avec des vidéos G, soit avec des caméras, et de tester plusieurs systèmes actuels qui existent et de voir lequel est le plus performant pour une personne donnée. Et de dire, ben voilà, par rapport à votre crise d'épilepsie, on a testé tel système A, B et C. Et ben, le plus performant est le système C, puisque celui-là enregistre 70% de vos crises, alors que les autres sont à défaut. Et du coup, d'avoir une information personnalisée plutôt que sur des données statistiques qui sont des pourcentages, mais qui sont toujours difficiles à rapporter à titre individuel. Donc voilà, revenir là-dessus, c'est vraiment dans quel but on va utiliser cet objet connecté. Ça, c'est vraiment la discussion face à face avec la personne épileptique et pouvoir la former le mieux possible avec notre expérience qui pourrait lui être le plus pertinent. Après, juste un focus sur les chiens, je n'irai pas plus loin. C'est une autre approche. Là, on n'est pas sur des objets de haute technologie, mais des animaux très performants au niveau de l'odorat. Et c'est juste pour mettre en perspective qu'il y a deux types d'hypothèses de travail pour les chiens. C'est qu'il y a les chiens réponses, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dressés quand ils voient une crise d'épilepsie, qui voient donc une modification du comportement qui correspond à une crise d'épilepsie, vont avoir été dressés pour un comportement particulier qui peut être d'avertir d'autres personnes, d'aboyer, d'appuyer sur un bouton, ou de se mettre par terre pour protéger la patiente, etc. Donc ça, c'est vraiment la réponse à une crise qui survient. Et après, il y a les chiens d'alerte qui vont pouvoir identifier qu'une crise va survenir à un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, donc c'est la personne dépendante, et qui vont pouvoir prévenir la patiente qu'il y a un risque de crise qui va survenir, et que la patiente va pouvoir se mettre en situation de sécurité. Alors, il y a des chiens qui sont capables de faire les deux. Sur les chiens d'alerte, la piste actuellement, ce serait probablement une odeur particulière qui surviendrait au moment de la crise ou avant la crise. Ça, ce sont les pistes, et qu'il y a des études dont la TEP est en initie une, de confirmer des études qui ont été de preuves de concept qui ont déjà été faites par Amélie Catala notamment, qui montraient qu'effectivement, on serait plus sur des odeurs qui surviennent et qu'on va confirmer ça. Et peut-être que si on confirme ça à terme, on pourra d'ailleurs développer des nez électroniques, avec des devices qui vont détecter ces odeurs-là. Donc voilà, c'est juste ce focus-là pour ne pas empiéter trop sur la présentation et le temps de discussion. Et je vais m'arrêter là. Et après, on va attaquer les questions. Merci beaucoup. Effectivement, on est un petit peu en avance. Alors, j'ai noté 2-3 questions, mais donc j'invite les personnes à continuer à échanger dans le chat. Alors, la première question que j'ai identifiée, c'est une personne qui demandait des nouvelles de votre projet DetecTEP. Qui suit attentivement nos développements. Alors, c'est vrai qu'on est dans un développement d'un objet connecté aussi sur la détection de cris d'épilepsie basé sur la fréquence cardiaque et le mouvement, sur un modèle open source, c'est-à-dire qu'on ne va pas être forcément plus performant que d'autres structures, mais d'essayer d'avoir un outil qui soit le moins cher possible avec l'objectif de ne pas dépasser les 300 €. Mais avant d'arriver là, il faut qu'on valide effectivement nos algorithmes avec un patch collé. Et là, on va débuter à partir du mois prochain la phase 2, c'est-à-dire que de tester en champ vidéo EG notre outil de détection et les algorithmes avec la vidéo EG donc, qui enregistre les crises, c'est le gold standard, et voir si notre objet connecté, notre algorithme, les détecte aussi. Donc là, on attaque prochainement cette étude où on va inclure 10 patients et qu'on essaye d'enregistrer 30 crises, 3 crises par patient. On a eu l'accord du comité de protection des personnes pour cette étude. Donc, on va débuter ça au mois d'avril, normalement, le premier patient. Alors, j'ai vu une autre question. Une personne qui revenait sur ce que tu as montré dans ta diapo, le dispositif météo. Du coup, c'est peut-être pas forcément très clair, mais la personne demandait si c'est quelque chose qui existe ou si voilà, c'est quelque chose que tu as mis en place toi juste pour organiser un peu ta pensée. Non, c'est des. Alors, j'ai pas connaissance actuellement qu'il y ait des systèmes de détection de crise qui fournissent cet algorithme de météo de crise. Et ça fait partie aussi. Je suis allé un peu vite sur DetecTEP et en reprenant ma respiration et voyant le mien. Notre projet, donc il y a l'ingénierie, je reviens à DetecTEP et je répondrai à cette question tout de suite après. Donc il y a le côté ingénierie que je vous ai donc détaillé là, de l'algorithme et l'objet d'enregistrement de la fréquence cardiaque et du mouvement. Mais en parallèle, et c'est pour ça qu'on travaille avec Emmanuel depuis plusieurs années,
En parallèle de ce développement, il y a un lien étroit avec les patients pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent sur l'acceptabilité, l'acceptation, tout ce qu'a détaillé Emmanuel, pour voir qu'on ne fasse pas fausse route sur notamment l'utilisation d'un patch qui est collé au thorax. Et également un développement d'un algorithme, d'un outil, une application mobile sur iPhone, justement sur cette météo de crise. Pour pouvoir développer ça, vert, rouge, etc. Et là, pareil, il y a eu une étude avec une étudiante d'Emmanuel sur comment les patients verraient cette application, etc. Donc, on travaille sur ces 3 axes. Et donc, pour revenir à la question, je ne connais pas actuellement de système commercialisé qui fournisse cette application actuellement sur des iPhones pour dire on a une zone rouge, verte ou bleue. Si quelqu'un me contredit, je suis prêt à prendre cette information, mais sur mes données, je n'ai pas trouvé ça pour l'instant. Est-ce que tu regardes le chat un peu, Patrick? Parce que là, du coup, il y a une personne qui demande si DetectF ne détectera pas la crise en amont. Je sais pas si... Ça, on verra. D'accord. Alors, j'essaie de suivre le fil. J'ai 2 autres questions là qui concerneraient en fait l'utilisation de dispositifs pour des aidants qui s'occupent d'une personne avec une épilepsie sévère, qui sont dans un état de dépendance, notamment une personne qui évoquait quelqu'un touché par le syndrome de la sclérose tubereuse de Bourneville, et donc des personnes qui ne sont pas forcément verbales, et donc il n'y a pas trop de possibilités de communication sur le ressenti de la crise. Est-ce qu'à la table, vous avez, vous avez peut-être ce type de patient, ou est-ce que tu aurais des éléments pour guider peut-être la définition du besoin et les questionnements? Alors, je n'ai pas écouté le début de ton intervention parce que je réfléchissais à la question précédente en disant que l'anticipation de crise, je reviens à la question précédente. Je dis on verra, mais c'est une question très compliquée. Il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui ont laissé tomber parce que c'est très compliqué d'être dans l'anticipation de crise. C'est pour ça qu'on est plus maintenant dans le développement de la prévision, mais ça demande justement d'enregistrer des crises, etc., d'avoir des modèles probabilistes plus que dans l'anticipation. Le début de la question, c'était quoi, excuse-moi? Alors, en fait, là, c'est des questions qui concernent l'utilisation de dispositifs par des aidants pour des patients qui ont une épilepsie sévère avec un certain degré de dépendance, parfois des personnes non verbales. Du coup, ça complique vraiment le ressenti de la crise. Et ça, de mémoire, je sais que c'est un commentaire qu'on avait eu dans les verbatims de l'étude, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des dispositifs qui peuvent être adaptés à des personnes qui sont en vrai déficit d'autonomie et peut-être de communication? Et donc, une personne évoquait le cas d'un patient touché par la sclérose tubereuse de Bourneville. Ça, c'est mes dernières diapositives. Ça, c'est vraiment la discussion singulière. Bon, avec la personne, elle est non verbale, mais et ses aidants, savoir pourquoi vous souhaitez un objet de détection de crise. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous voulez surveiller, etc. Et suivant la demande, on peut avoir des propositions. Si c'est vraiment, on veut voir ce qui se passe la nuit, parce que même la journée, parce qu'on ne sait pas s'il y a des crises ou pas, elles ne sont pas forcément hyper motrices. Là, on orienterait peut-être plutôt vers la caméra qui détecte les mouvements. Si c'est, il fait des crises motrices la nuit, mais on n'arrive pas à les identifier parce que dans la structure, les veilleurs, ils ne passent pas tout le temps, on pourrait dire, on peut essayer de tester d'autres systèmes qui vont détecter les mouvements la nuit, qui sont quand même assez robustes, même s'ils ne détectent pas forcément toujours 100%. Donc voilà, ça dépend vraiment du besoin, de la demande, et sans être non plus intrusif dans la vie des gens. Parce que dire une caméra qui me fixe 24 heures sur 24, est-ce que c'est raisonnable, etc. Donc voilà, tout ça c'est la discussion, les avantages, les inconvénients, et surtout pourquoi vous voulez un objet connecté, un objet de détection de crise, et en fonction de ça, on construit, on discute, et c'est un peu ça qu'on fait sur la TEP. Alors là, ce n'est pas forcément des questions, mais il y a eu quelques réactions par rapport au SUDEP avec des personnes qui expliquaient qu'il y avait un côté un peu violent là par rapport aux informations qui étaient transmises, parce que justement, c'est des sujets qui n'avaient jamais été abordés avec le neurologue. Voilà, donc c'était plutôt des impressions que des questions. Vous pouvez me dire dans le chat, c'est vrai que c'est un sujet dont on a discuté quand on a commencé à travailler sur ce questionnaire. La question de la mortalité en épilepsie, même si Patrick l'a bien dit, c'est quelque chose au niveau des SUDEP qui concerne quand même un volume relativement réduit de personnes. On sait que c'est un sujet qui est encore en déficit d'information. Alors,
il y a une personne dans le chat qui a expliqué que c'est quelque chose qui est compliqué à aborder du point de vue des neurologues. C'est aussi quelque chose qui peut être compliqué à recevoir justement du côté des patients et des aidants. Cela étant, ça reste important d'en parler. Du coup, chez Épilepsie France, on se posait la question d'organiser un webinaire sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous seriez intéressé. Après, j'ai une dame sous les yeux qui demande où est-ce qu'on peut se procurer un oreiller anti-étouffement. Patrick, tu me corrigeras, mais il me semblait de mémoire qu'en fait, il y a un unique distributeur en France qui est Afevi. Je vais vous mettre le nom dans le chat et qui commercialise ce type d'oreiller. Est-ce que je me trompe? Ouais. Ok. Je mets le nom. On peut, avec Internet, commander directement au constructeur, etc. Mais bon, ça peut être un peu compliqué et Afevi fait ça très bien. Alors, il faut acheter l'oreiller et les thés d'oreiller. Ça, c'est un message important. Il ne faut pas utiliser ces thés d'oreiller classiques en drap, etc. parce que ça va limiter cet effet de pouvoir respirer à travers avec le coton. Voilà, donc c'est vraiment des thés d'oreiller spécifiques. Alors, on rajoute un petit coup, mais il faudrait être attentif à ça aussi. Mais il explique très bien ça sur son site, sur le site d'Afevi. Ah, j'entends plus là. Ah oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Autant pour moi. J'essaie de remonter un peu le fil des questions sur le chat, mais j'ai vu qu'il y a une personne qui posait des questions par rapport à la détection des absences. Donc, c'est ce qu'on s'était un peu dit hier. Oui. Alors, c'est pareil sur la question sur les absences. Alors, les absences, il faut voir ce qu'on entend par là. Nous, si on est dans l'épilepsie absence de l'enfant ou de l'adolescent, donc l'absence, vraiment l'absence avec rupture de contact, avec sur l'électroencéphalogramme, une signature électroencéphalographique bien précise, avec un développement, enfin bref, ça rentre dans une définition syndromique bien précise. Ça dépend pourquoi. Parce que souvent, les enfants, quand ils font des absences, soit on les voit cliniquement, même si on ne les voit pas toutes, donc enregistrer, je ne sais pas si ça peut être pertinent, ou alors nous, dans le suivi, même s'ils ont des micro-absences, avant nos consultations, ce que je fais souvent, je prends les patients 3-4 heures en vidéo EG, et puis on voit ce qu'il y a comme absence. Donc, ce n'est pas forcément, de mon côté de médecin, dans l'épilepsie absence, donc de ces syndromes spécifiques de l'enfant ou de l'adolescent, je n'ai pas forcément un besoin d'être hyper exhaustif dans le nombre de crises par jour. Ce qui va être important, c'est comment on vit ça à la personne. Ce qui va être important, c'est de voir les répercussions au niveau des apprentissages. Ça m'est même arrivé, j'ai une jeune patiente qui supporte aucun médicament, qui fait des absences, qui n'est pas demandeuse parce qu'elle a eu des effets secondaires avec des traitements et qui n'a pas de traitement. Mais je la suis régulièrement avec des bilans neuropsychologiques, avec le retour des enseignants pour savoir comment ça se passe au niveau des apprentissages. Donc, c'est une histoire de chasse, c'est un cas particulier, mais voilà. Ce que je veux dire par là, l'épilepsie absence, pour nous médecins, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'une exhaustivité à 100% dans ces syndromes-là. Après, il y a souvent les gens qui disent des absences, qui sont en fait des ruptures de contact dans des épilepsies focales, etc. Là, c'est une autre chanson. Hein. Mais voilà. Alors, il existe un système qui est P-Hunter, où c'est un bandeau autour de la tête. Donc là, ça a l'air d'être assez fiable d'après leurs études. Après, c'est en termes d'acceptabilité, c'est quand même un petit peu voyant comme système. Donc, voilà, c'est la discussion toujours sur dire pourquoi vous voulez un objet qui détecte toutes les crises. Est-ce que vous voulez tous les jours? Alors après, s'ils disent il y a des micros, il y a un échec au niveau scolaire, parce qu'après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de dire les performances scolaires sont moins bonnes, c'est sûrement les médicaments ou l'épilepsie. Donc là, ça peut être intéressant, parce que quand ils sont en vidéo EG, c'est quand même assez calme aussi, en 3-4 heures, ce n'est pas les conditions de la vraie vie. C'est de dire, avec l'enfant, les parents, on peut essayer ce système-là à l'école pendant une semaine, qu'on voit en conditions d'apprentissage combien il y a d'absence. Mais au long cours, voilà. Donc, dans ce que je viens de dire, c'est vraiment toujours du cas par cas, pour quelle raison, pour quel objectif. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais… On va regarder, alors c'est pareil, j'essaie de remonter, mais c'est un peu compliqué. J'ai vu quelques témoignages sur des personnes qui parlaient de crise la nuit. Alors après, je n'ai pas vu de précision sur le type de crise, mais qui expliquaient que la personne ne se rend pas forcément compte qu'elle a une crise et l'aidant lui-même ne peut pas intervenir. Je voulais dire que ça c'est aussi des choses qui sont sorties dans le questionnaire, c'est-à-dire des aidants. Alors, ça peut être différents motifs pour l'utilisation d'un dispositif. C'est est-ce qu'on a besoin d'objectiver le nombre de crises, c'est-à-dire d'avoir la certitude qu'il y a aussi des crises de nuit? Est-ce que ça peut être parce qu'il y a un besoin d'intervention?
parce qu'il y a un risque qui a été identifié. Est-ce que ça peut être pour rassurer le patient, pour rassurer les dents? Tout ça, c'est des choses qui sont des motifs. Parfois, il y a plusieurs motifs imbriqués d'utilisation de dispositifs. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Patrick. Ouais, c'est ça, puis Emmanuel, peut-être, ouais. Là, on n'avait pas le temps de le présenter, mais c'est vrai que les réponses étaient extrêmement variées. Alors, je pense que c'est un point important à la fois dans l'enquête et puis dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des situations très différentes, des habitudes de vie différentes, des besoins, des attentes. Donc, ça veut dire qu'on voit qu'en termes d'information, d'accompagnement, on va vers des réponses très individualisées. Et puis, donc, le questionnaire, alors là, on ne l'a pas traité dans ce qu'on vous a présenté, mais effectivement, il y avait, je l'ai dit un peu au début, mais il y avait donc une grande part de proches de personnes avec épilepsie, et puis il y avait aussi des personnes avec épilepsie elles-mêmes. Et les points de vue sont différents. On voit bien que les attentes, les motivations ne sont pas les mêmes, et donc les usages aussi vont être différents. Alors, attendez, parce que du coup, une personne qui dit pharmacorésistance avec crise tonico-clonique nocturne pour un adolescent de 15 ans. Aujourd'hui, il y a une détection surveillance basique via un babyphone vidéo, donc avec une détection sonore. Est-ce qu'il existe mieux? Bah, mieux, si ça répond à la demande, pourquoi aller faire mieux? Voilà. Sauf que ça réveille voilà, c'est toujours, on revient à ce que vient de dire Emmanuel, ce que je dis depuis la présentation, c'est quoi l'objectif? Si le babyphone répond à la question, bah restez avec le babyphone. Voilà. C'est pas besoin d'aller plus cher. Après, si c'est pas satisfaisant, qu'il y a des fausses alertes, etc., bah on peut tester d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes qui existent. Est-ce qu'il est mieux? C'est là où, en titre individuel, ce que je disais tout à l'heure, sur des gens qui sont vraiment à risque de SUDEP, et genre, je pourrais faire un éclairage pour ne pas stresser tout le monde. Hein. C'est quand même ce que je dis, le maximum, on est autour de 600 par an sur 400 000 personnes épileptiques. Bon, bien sûr, ceux qui sont stabilisés ne feront pas, donc ça reste 150 000. À la TEP, on en a très peu, ça fait 2-3 ans, il n'y en a pas eu, alors qu'on a des patients très à risque. Donc c'est quand même quelque chose qui est rare, mais qui est violent quand ça arrive, c'est clair. Donc je ferme la parenthèse. Donc voilà, ça dépend du besoin. Si ça répond à la question, c'est très bien. J'ai un autre patient que je suis, la famille ont mis babyphone plus vidéo, qui fait que des crises nocturnes. Bon, il vient d'être opéré, il fait plus de crise, et pour être sûr qu'il fait plus de crise, ils ont ce système de vidéo qui permet de revoir que tout va bien. Donc on n'est pas été plus cher, quoi. Voilà. Je voudrais juste compléter. C'est vrai que là, dans les questions qu'on a posées au niveau du questionnaire, on a proposé un certain panel de dispositifs. Alors d'abord, il y a peut-être pas forcément la même compréhension chez tout le monde de dispositif. On peut penser à un dispositif de détection spécifique épilepsie. Donc, on a abordé la montre Embrace, la Nightwatch, etc. Mais par exemple, un babyphone ou une caméra son et mouvement, ce n'est pas quelque chose de spécifique épilepsie. Ensuite, Patrick a très bien montré dans sa présentation que ce qui est spécifique épilepsie, ça peut aussi coûter très, très cher. Et Emmanuel a bien mis en avant le fait que le coût, c'est un facteur important, un frein important. Alors, certaines personnes, malgré ce frein, vont quand même acquérir un dispositif et d'autres, au contraire, ça va les rebuter. Alors, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale de ce type de système. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes intéressé, vous tourner vers la MDPH dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap, mais je ne sais pas s'il y a une vraie harmonisation au niveau des réponses apportées sur le territoire. Cela étant, encore une fois, ça c'est aussi quelque chose dans ce que disait Patrick sur lequel il faut être vigilant. Si vous avez quelque chose qui n'est pas spécifique épilepsie, mais qui répond à votre besoin, ça peut toujours être intéressant de se tenir à jour sur ce qui existe. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience que malheureusement, dans ce genre de choses, ça a vraiment un prix. Et puis, ce que je voudrais aussi expliquer, et ça, on en a bien parlé, notamment dans les résultats de l'étude, d'abord, l'interlocuteur principal, c'est le neurologue. Patrick l'a dit aussi, c'est vraiment un échange avec le neurologue qu'il faut avoir pour bien définir un petit peu et voir ensemble quels pourraient être les besoins aussi par rapport aux risques. Et puis, ce que vous pouvez également faire, ce qui est assez important, c'est de vous adresser aux associations de patients et notamment au niveau d'Épilepsie France.
il y a un forum Facebook qui existe, sans doute certains d'entre vous le connaissent, et là, vous avez la possibilité de vous adresser à des personnes qui ont utilisé ou qui utilisent encore des systèmes. Vu le prix de ces systèmes, il faut vraiment essayer de prendre un maximum de renseignements avant d'acheter et du coup avoir des retours d'utilisateurs pour bien s'assurer en termes de vie quotidienne, de côté pratique, ça va bien correspondre à votre besoin. C'est vraiment important. Oui, et si je peux rajouter sur les MDPH, sur la prestation aide technique, quoi, ils ne sont pas opposés à ça. J'ai fait une intervention, alors peut-être pour représenter, parce que chaque MDPH, MDA est assez autonome dans ses décisions, sachant qu'il essaye d'avoir quand même une harmonisation au niveau des prestations sur le territoire national pour qu'il n'y ait pas trop de disparités. Mais ils sont prêts à financer des systèmes, il faut que ce soit argumenté quand même par un neurologue ou un neuropédiatre. On parlait de rôle, les neuropédiatres ont leur rôle, bien sûr, chez l'enfant. Et si c'est argumenté, c'est rare qu'ils vont refuser ça. Hein. Alors, il peut toujours y avoir des histoires, mais en tout cas, l'équipe de Saint-Brieuc avec qui j'avais discuté, ils en ont financé, ils m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc, j'ai dit, si quelqu'un ne fait jamais de crise la nuit, que ça a été objectivé et qu'on demande un système pour surveiller la nuit, je vais peut-être être provocateur, mais en tant que neurologue, je ne vais pas pousser que la société rembourse ça alors qu'il n'y a pas forcément d'indication médicale. Alors que la famille veuille l'acheter, bon, c'est leur choix, mais que la société le finance, ça peut être discutable si on est sûr qu'il n'y a pas de crise nocturne. Donc, il n'y a même pas de crise hypermotrice, que ce sont des crises focales dont on sait qu'il n'y a aucun système qui va être fiable la nuit. Donc, voilà. Par contre, si c'est justifié avec tous les facteurs de risque, de crise nocturne, etc., et que le neurologue dit si c'est important pour ci, pour ça, je serais surpris que les MDPH ne suivent pas, ou en tout cas contribuent à une part non négligeable de l'aide technique. Il y a une personne qui demande comment savoir si le type d'épilepsie nécessite une surveillance la nuit. Eh ben, c'est discussion avec le neurologue. Et c'est les crises vraiment, voilà, c'est discuter avec le neurologue de cet intérêt-là. Ou neuropédiatre, pas oublier neuropédiatre. Ok. Alors là, j'ai une question. Sur une diapo, pardon. Effectivement, on a parlé beaucoup des objets chers, mais effectivement, en babyphone, j'avais une diapo, je ne suis pas allé dessus, où il y a des systèmes moins chers, même des caméras de surveillance. Même, on est en train de tester, mais ce n'est pas que celui-là, donc tester une balise de géolocalisation qui peut être intéressante chez des patients qui peuvent soit de base être désorientés, ou soit après des crises peuvent être confus et partir sans savoir où ils sont. Et donc, on peut avoir des balises qui vont pouvoir détecter où ils sont. Alors, on va dire, avec des iPhones, on peut faire ça aussi. Sauf que les iPhones ont une durée de batterie de 48 heures et ce système, il a 30 jours d'autonomie. Et avec d'autres systèmes intéressants. Et donc, ça, c'est du grand public qui n'est pas forcément excessif et qui peut répondre à des besoins d'autonomie de la personne. Donc là, la journée, de déplacement, qui ne soit pas tout le temps contributaire des uns et des autres, tout en rassurant les aidants ou la personne elle-même. Si elle n'est pas bien, il peut y avoir des boutons d'alerte. Là, je ne suis pas bien et on peut la géolocaliser pour la chercher. On peut faire des zones géographiques où tant qu'ils sont dedans, ils restent pas, et dès qu'ils sortent, il y a une alerte pour dire là, ça sort. Ou s'ils vont à une vitesse trop importante, de dire tiens, là, ils sont dans un train, une voiture, c'était pas prévu, etc., etc. Donc, il y a d'autres systèmes commerciaux qui peuvent aussi répondre à certaines demandes dans l'autonomisation. Là, on n'est plus dans la détection de crise, mais qui permettent quand même d'améliorer la qualité de vie des personnes. Voilà. Donc, toujours pareil, c'est pourquoi faire, c'est quoi vos besoins, en quoi vous êtes bloqué, est-ce que la technologie peut vous aider à améliorer votre autonomie? Alors, il y a une personne qui évoquait le côté prédiction, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça reste un objectif, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore, bien que ce soit très intéressant et extrêmement demandé, ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment concret. Par rapport à une question qui demandait s'il était possible d'avoir une présentation sur les systèmes qui existent, là, enfin, à moins que tu aies une diapo, Patrick, mais on n'a pas prévu de tel comparatif. Par contre, sachez que justement, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant dans le questionnaire, les réponses au questionnaire. Et donc, c'est vraiment un projet sur lequel on va travailler, de pouvoir essayer de présenter quelque chose avec des données relativement objectives pour essayer d'accompagner les personnes dans leur prise de décision, tout en sachant que même si ce type de comparatif n'existe pas actuellement, encore une fois, c'est vraiment la question de définir son besoin qui est importante. Tous les détecteurs dont on a parlé aujourd'hui ne font pas la même chose. Par exemple, vous pouvez avoir un détecteur, mais qui ne va pas alerter. Vous pouvez avoir un détecteur, mais qui ne va pas géolocaliser. Donc, voilà, c'est vraiment aussi au niveau des fonctionnalités qu'il faut être vigilant. Vous allez avoir des choses qui vont être des dispositifs à placer sous le matelas. Donc,
pas quelque chose qui va être destiné à une personne mobile. Donc voilà, ça fait partie vraiment des questionnements à se poser. Alors, pour répondre à cette question-là, il y a un travail avec les. Enfin, il y a eu des échanges avec la Société française de neuropédiatrie, notamment le chapitre des collègues neuropédiatres qui s'occupent de l'épilepsie, justement d'essayer de faire, en tout cas, premièrement, déjà viser les professionnels, d'avoir un petit notebook de ce qui existe, des études, etc. Mais bon, voilà, c'est le temps qui nous manque. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des études, des comparatifs, mais ça reste statistique à type individuel, comme tu le disais. Sophie, il faut vraiment avoir un œil critique et je pense que l'approche à laquelle vous avez besoin, pourquoi faire. C'est sûr que à la TEP, on a un peu une expérience là-dessus, donc c'est sûr puis que c'est un sujet qui nous intéresse, donc on est un peu après à jour de la littérature, etc. Que d'autres collègues n'ont pas le temps et c'est normal, c'est pas, nous on fait que ça toute la journée. Bon voilà, mais c'est sûr qu'il faudrait le faire et Emmanuel le montrait bien dans l'étude aussi qu'il y a une forte demande de renseignement des spécialistes. Il faut qu'on ait le courage et l'énergie et le temps de le faire. Alors là, j'essaie de remonter le fil, mais c'est pareil, c'est un peu compliqué. Il y a une question qui n'est pas intégrale, donc je crois qu'il faudrait que la personne revoie. C'est comment peut-on reconnaître lorsque l'on a? Donc, madame, si vous voulez bien reprendre votre message. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être là, en ce moment, dans le chat? Alors, attendez. Alors, il y a une personne en train de taper. Comment peut-on reconnaître lorsque l'on a fait une crise nocturne sans morsure ni uriner sur soi? Eh ben, ça dépend de la crise nocturne. Donc là, c'est vraiment le bilan qui a fait le diagnostic de l'épilepsie et voir s'il y a pu avoir été enregistré des crises d'épilepsie en vidéo EG pour que le neurologue comprenne exactement la sémiologie de la crise et les signes cliniques qui sont associés et surtout comment la patiente se retrouve en post-critique. Mais des fois, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que les caméras peuvent aider. Mais ça, c'est toujours pareil. Il y a autant de crises que de patients épileptiques. Enfin, c'est pas aussi catégorique que ça, mais donc voilà, c'est vraiment toujours du cas par cas. C'est pourquoi vos crises, l'idéal, c'est de pouvoir les avoir enregistrées en vidéo EG pour que nous, neurologues, ou en tout cas même simplement vidéo, qu'on comprenne bien les signes et qu'on rediscute avec la personne qu'est-ce qu'elle ressent après. Et souvent, les patients se disent, je ne me rappelle pas si j'ai fait des crises, mais le matin, quand je suis comme ci, comme ça veut dire que dans la nuit, il s'est passé quelque chose. Si donc nous, on arrive à confirmer, effectivement, vous avez fait une crise, du coup, les personnes vont dire, voilà, quand j'ai ça le matin, c'est que probablement j'ai fait une crise la nuit, et même si elle ne s'en souvient pas. Ça, alors, pardon, excuse-moi. Non. Alors, une personne qui demande comment est-ce qu'on pourrait être tenu au courant de vos études comparatives des systèmes. Écoutez, quand on aura fait ce document, puisque de toute façon, ça prendra la forme d'un support, si ce n'est pas papier, en tout cas un support au moins PDF, on communiquera largement sur nos réseaux sociaux, sur le site. J'imagine que c'est quelque chose qui pourra aussi être diffusé par le biais des neurologues. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que l'information, pour le coup, soit vraiment disponible. Une dame qui demande s'il y a un système qui permet de voir le rythme physique nuit et jour par rapport à la fatigabilité. Donc ça, c'est un peu voir si la patiente dort ou dort pas, etc. Ça essaie d'évaluer un peu les rythmes veille-sommeil. Alors, j'ai jamais testé, mais il semblerait que les systèmes Apple, enfin de montres connectées, permettraient de savoir les stades de sommeil, tout ça. Mais pour ça, j'y crois pas trop sur les stades. Mais en tout cas, quand on dort pas. Donc ça peut être déjà un premier renseignement. Et après, nous, on a des outils, mais ça, c'est médicaux, des actimètres qui enregistrent le mouvement, qui nous permettent d'évaluer quand même le temps de sommeil sans trop se tromper avec les temps d'éveil nocturne et qui nous donnent une quantité de sommeil. Mais après, le sommeil chez les personnes épileptiques, c'est un peu plus compliqué juste que le temps de sommeil parce qu'il faut qu'on puisse analyser les stades avec le sommeil récupérateur, non récupérateur, etc. Et que ça, c'est souvent compliqué chez les personnes épileptiques qui ont beaucoup d'anomalies, et notamment les anomalies
durant le sommeil, sans que ce soit forcément des crises, mais d'origine quand même liée au problème des neurones qui sont un petit peu malades, viennent quand même détériorer la qualité du sommeil. Donc même si on dort de 8 heures, c'est pas un bon sommeil, et donc ça peut entraîner de la fatigue. Voilà. Mais on est en train de travailler aussi là-dessus, d'essayer de trouver des algorithmes qui vont nous aider à évaluer cette charge épileptique durant le sommeil, parce que manuellement, c'est un travail de moine, c'est impossible, donc d'avoir des outils qui nous aident à l'analyser et de voir avec des changements de traitement si on arrive à réduire cette charge épileptique, les crises et ce qui est en dehors des crises, et de voir justement la répercussion de la journée. Est-ce les gens sont moins fatigués? Est-ce qu'ils sont plus interactifs? Est-ce qu'il y a plus de concentration, etc. Enfin, ça, il y a des outils et des équipes qui ont travaillé là-dessus. Ça, c'est dans nos projets aussi. Voilà. Okay. Alors là, on déborde un tout petit peu du sujet, mais une dame qui demandait s'il y avait différents types d'absence, toujours un petit peu dans le côté, dans l'optique d'une possible détection. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'absence, comme nous on l'entend, il n'y en a pas 30. Alors, il y a les absences typiques et atypiques, mais les absences chez les jeunes enfants qui rentrent dans l'épilepsie absence de l'enfant ou de l'adolescent, enfin des épilepsies généralisées idiopathiques, c'est le même type avec les mêmes anomalies EEG pour être très schématique. Après, les absences atypiques qu'on peut observer notamment dans le syndrome de Lennox-Gastaut, donc c'est un autre type d'absence. C'est plus compliqué, je n'ai pas parlé de ça parce que les syndromes de Lennox-Gastaut, ils ne font pas que ce type de crise. Mais voilà, donc nous, en gros, il n'y a que 3 types d'absence tels qu'on l'entend. Après, je veux dire, souvent, il y a un abus de langage, où il y a une rupture de contact dans une crise focale, où on dit fait une absence. Et ce n'est pas l'absence que nous, on entend. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, et je reprends toujours les patients là-dessus, non, faites pas une absence, faites une rupture de contact. Alors, ça peut paraître, il joue sur les mots, mais nous, ce n'est pas la même signification au niveau syndrome épileptique et anomalie EEG, etc. Là, je ne sais pas si on peut se prononcer. J'ai l'impression que c'est un cas un peu particulier, mais je vous pose quand même la question. Une personne qui évoque des crises généralisées de nuit avec un risque de cyanose et qui demande si éventuellement un apport en oxygène pourrait être pertinent. Mais bon, je ne sais pas si là, on peut vraiment se prononcer puisque c'est peut-être vraiment un cas médical particulier. Ouais, si, il y a des débats et donc ça ne sert à rien de faire ça. Nous, on le fait. Chez nos patients qui cyanosent beaucoup, on fait de l'oxygène rapidement. On dit, bah, quand ils vont prendre la respiration, ils auront de l'oxygène tout de suite et c'est peut-être un peu mieux. Mais j'ai entendu, alors je ne saurais plus où et quand, que scientifiquement, ce n'est pas prouvé que ça apporte quelque chose de plus ou de moins. Et ça ne peut pas faire de mal. Mais après, il ne faut pas non plus courir après la personne tout le temps avec une bouteille d'oxygène à tout prix, quoi. Faut pas... Mais bon, ça ne peut pas faire de mal. À une personne qui demande si entre mFit et Nightwatch, lequel est le mieux, là, je vous renvoie, comme j'ai dit tout à l'heure, vers le forum de discussion Facebook d'Epilepsie France, où vous pourrez poser des questions à des personnes qui utilisent les deux, puisque je crois que je me demande si le site de Nightwatch n'est pas en anglais, malheureusement. Donc voilà, essayez de prendre un max de renseignements. Non, Nightwatch, déjà, ils ont des pages en français. Ah, super. Bon, bah voilà. Du coup, vous pouvez aller, je vais regarder si je peux vous mettre le lien vers le site Nightwatch, mais en tout cas, c'est vraiment important de prendre un maximum d'infos. Non, mais après, je reviens toujours, ça va être le message de ce soir, c'est pas lequel est mieux que l'autre, si vous en avez besoin, pourquoi? Et après, c'est de se dire, discuter effectivement avec d'autres personnes, et s'ils font à peu près les mêmes crises que vous, que la personne que vous aidez, et qu'ils utilisent Nightwatch et que ça marche bien, dire bon, ça marchera peut-être bien, ou mFit, ça marchera peut-être bien. Après, s'il y a un doute, et qu'il y a beaucoup de crises nocturnes, et qu'on est toujours dans les facteurs de risque de crise qui peuvent être mauvais pronostics, notamment pour... c'est de tester les deux. Alors, soit en milieu hospitalier, si c'est possible, s'il y a beaucoup de crises, et de voir lequel est le plus performant pour une personne donnée. Ça, c'est l'idéal. Et après, c'est sûr que la faisabilité sur le territoire national est compliquée. France des portes ouvertes, avec le système de santé en France va très mal. Donc, d'avoir une disponibilité de pouvoir surveiller une semaine, 15 jours pour enregistrer des crises, même si conceptuellement, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour répondre à cette question-là, c'est pas faisable partout. Même nous, on aura vu nos limites à la tête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, attendez. Une personne qui demande si les auras sont des crises ou des signes prévenant la crise imminente. Non, c'est déjà le début de la crise.
Ok. Écoutez, ce que je vais faire, parce qu'on est bientôt à la fin du webinaire, je vais vous mettre dans le chat une adresse mail pour que vous puissiez nous adresser vos questions. Alors, encore une fois, je ne peux pas garantir qu'on apportera forcément une réponse dans la mesure où s'il s'agit d'un cas très particulier, on ne pourra pas se prononcer, mais en tout cas, on fera de notre mieux. Donc, je vais mettre l'adresse email. J'ai bien noté aussi qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par l'organisation d'un webinaire qui portera sur les SUDEP, mais aussi sur les risques nocturnes. Donc, écoutez, on le note. Voilà. Et du coup, moi, je vais prendre encore 5 minutes pour vous parler de l'association. Je vous demande juste 2 secondes le temps d'indiquer l'email. Alors c'est sûr qu'on a survolé beaucoup de choses, hein. C'est un sujet qui pourrait prendre la journée. Mais bon, j'espère qu'avec Emmanuel, on a pu répondre à quand même à différents points. Et en tout cas, merci à tous d'avoir contribué à cette étude qu'on va continuer à analyser. Et ce qu'on disait hier avec Sophie, c'est que de toute façon, tous les résultats, alors ça va être très brut, mais tous les résultats, toutes les questions vous seront disponibles via Épilepsie France avec des petites synthèses. Mais alors, je ne vous donne pas de délai, parce que vous voyez que ça fait 1 an qu'on a lancé l'enquête et on commence juste le temps passe trop vite, mais vous aurez toutes les données de façon exhaustive prochainement. Ok, super. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Merci pour vos messages. Alors, donc, bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent l'association. Je voulais simplement, pour les autres, en dire un petit mot. Donc, en fait, Épilepsie France, c'est une association nationale de patients et d'aidants reconnue d'utilité publique et qui bénéficie d'un agrément national de représentation des usagers au sein du système de santé. Donc, l'association, par exemple, collabore avec la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament, etc. On fonctionne principalement grâce aux adhésions de nos membres et aux dons. Et l'association repose sur l'engagement de plus de 150 bénévoles qui sont eux-mêmes patients ou aidants et qui la représentent à l'échelle des départements. Donc, d'ici la fin du mois, on aura 80 départements qui seront couverts. Au niveau national, donc Épilepsie France milite pour une meilleure prise en charge médicale et une meilleure insertion des patients, donc en milieu scolaire, professionnel, inclusion sociale, etc. Ainsi, on a organisé en novembre dernier le 2e sommet national de l'épilepsie à Paris, au cours duquel l'association a remis le premier livre blanc de l'épilepsie aux représentants du comité interministériel du handicap. Donc, ce livre blanc dresse un constat des problématiques liées à l'épilepsie et propose des pistes d'action. Et au niveau départemental, donc nos représentants locaux ont pour objectif de créer du lien et de mener des actions de conseil, d'accompagnement, d'information par le biais de permanences téléphoniques, physiques ou de manifestations locales comme des cafés-rencontres, des stands, des interventions aussi en milieu scolaire ou professionnel sur demande. En rapport avec le thème de ce webinaire, je voulais aussi vous signaler qu'Épilepsie France et l'association Handi Chien travaillent en partenariat depuis 3 ans. Donc, on a parlé tout à l'heure des chiens détecteurs de crise et des chiens d'alerte. Et donc, Handi Chien s'est mise sur ce créneau il y a quelques années. Ils ont déjà dressé des chiens et ils en ont déjà remis un certain nombre à des bénéficiaires, même si c'est très long d'éduquer un chien. Et il y a une forte demande. Donc, voilà. On a créé un dépliant d'informations commun. Vous trouverez le lien de ce dépliant dans le mail qui sera envoyé à tout le monde à l'issue de ce webinaire. Dans ce mail, vous aurez également accès donc, au lien vers le site d'Épilepsie France, à ses réseaux sociaux, un lien d'accès pour télécharger notre livre blanc et un lien pour adhérer ou pour faire un don. Et je profite donc de ce webinaire pour lancer un petit appel. Donc, Épilepsie France va participer à une grande course caritative nationale qui s'appelle la Course des héros pour les villes de Paris, Nantes et Bordeaux. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ce sera vers le mois de juin. Et l'association présentera aussi des coureurs pour le format à distance. Donc, si jamais vous souhaitez vous mobiliser pour participer au nom d'Épilepsie France ou soutenir nos héros, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et le replay, écoutez, le replay du webinaire, il sera disponible dans quelques jours. Donc, c'est pareil, lorsqu'on l'aura mis en ligne sur la chaîne YouTube, on communiquera sur le site et sur les réseaux sociaux. Voilà, Patrick, Emmanuel, un petit mot pour la fin? Merci Sophie, merci à tous
d'avoir pris le temps de nous écouter. Bon, eh ben, merci à tous. Bonne soirée. Pardon, excuse-moi Patrick, qu'est-ce que tu as dit? Merci à tous. Bonne soirée et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.